La Convention 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles a été ratifiée le 15 mai 2007 par la République gabonaise. Bonsoir à tous et bienvenue dans Gab Culture. Cette semaine, nous nous intéressons au plan d'action quadriennal pour les industries culturelles. Pour en parler avec moi, deux parties, le ministère de la Culture, mais également l'UNESCO qui seront présentes. Juste après ceci, vous me retrouverez avec nos différents invités. Nous sommes en compagnie cette fois-ci de nos invités. Bonsoir Monsieur Nzomba Nzomba Thierry. Bonsoir Madame. Alors on rappelle que vous êtes spécialiste programme culture à l'UNESCO. Est-ce exact? C'est bien ça, je suis spécialiste programme culture Bureau UNESCO Libreville. C'est un plaisir pour moi d'être ici et de représenter l'organisation dans cette émission. Merci et soyez le bienvenu. Merci. On poursuit donc à ma gauche, nous sommes en compagnie du secrétaire général du ministère de la Culture, Monsieur Miko Mindan-Non. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Très bien. Avec vous, on va s'intéresser donc au plan d'action quadriennal pour les industries culturelles et créatives au niveau du Gabon. Peut-être revenir de plein pied, Monsieur Thierry Nzomba Nzomba, sur ce que c'est qu'une industrie culturelle créative. Ouh là là, une question très théorique, mais on va faire l'effort d'être très pratique. D'accord. En réalité, quand on parle d'industrie culturelle et créative, il suffit simplement de se dire qu'il s'agit d'un certain nombre de filières, même pas un certain nombre de filières. Il s'agit de filières culturelles dans lesquelles, à partir desquelles on peut produire de l'argent, on gagne un peu d'argent en faisant de la culture. En réalité, c'est ça. C'est gagner un peu d'argent en faisant de la culture. Ça produit de l'emploi, et derrière l'emploi, c'est un salaire. Avec ce salaire-là, on a un peu d'argent, on peut s'occuper de sa famille, on peut s'occuper de ceci. Parce que c'est ça le but du jeu. C'est ça le but du jeu, c'est effectivement de faire en sorte que la culture soit source de revenus. Et c'est ça les industries culturelles et créatives. Très bien. On parle... Oui, allez-y, vous pouvez renchérir. Et pour renchérir en disant que ça permet aussi à la culture de participer au PIB, au produit intérieur brut du pays. Voilà, parce qu'à ce jour, le PIB sur le plan de la culture n'est qu'à 0,1 ou 2%. Or, avec tout ce qui va être mis en place avec le plan d'action quadriennal, je crois que la culture pourra participer à un niveau assez raisonnable sur le PIB du Gabon. Très bien. Maintenant que vous en parlez, on parle donc de ce plan d'action, peut-être revenir sur ce que c'est concrètement. On entend parler plan d'action quadriennal. Qu'est-ce que c'est? Bon, le plan d'action, c'est un aboutissement. On ne peut pas commencer à parler d'un plan d'action. Il y a eu un certain nombre d'événements qui se sont passés bien avant le plan d'action. Le plan d'action, c'est ce qui va être fait sur les 2, 3, 4 prochaines années. Donc, il y a un processus qui est parti depuis le départ, on va dire depuis 2020, où le programme a été mis en place au niveau du ministère en partenariat, bien sûr, avec l'UNESCO, appuyé financièrement par l'Union européenne, ce qu'il faut retenir. Et ce programme, au niveau du ministère, s'appelle l'OBSTRIC. C'est un programme de soutien et renforcement des industries culturelles et créatives au niveau du Gabon. Et donc, c'est un programme qui se fait, on va dire, avec la coopération Sud-Sud. D'accord. Donc, l'UNESCO, l'Union européenne nous appuie en partenariat avec des pays Sud-Sud. C'est comme ça que ce partenariat-là que nous avions fait, en ce qui concerne le Gabon, nous avions un choix entre 3 pays. On va dire la Tunisie, nous avions la Tunisie, nous avions le Maroc et nous avions également le Burkina Faso. Pour des raisons qui ont été ceux du Gabon, pour des raisons qui ont été les nôtres, au niveau du ministère de la Culture, donc nous avons plus ou moins privilégié beaucoup plus le Burkina et ce programme donc, que nous avons mis en place, nous l'avons fait en partenariat avec un pays sud-sud que je viens de vous citer, le Burkina Faso, que vous connaissez bien, sa renommée sur le plan international, sur le plan africain. D'accord. Alors concrètement, on va dire que ce plan d'action, le Gabon a répondu à un appel à candidature et juste après cela, aujourd'hui, nous sommes dans la mise en œuvre. Mais avant, comment ça s'est déroulé? Nous sommes en 2022 pour 2025, mais je crois qu'avant ça, il y a peut-être eu des collectes et autres. Peut-être revenir sur cela? Oui, et je pense que c'est important. Monsieur le secrétaire général avait commencé à en parler. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas de l'argent qui a été donné au Gabon comme ça. Le Gabon allait chercher cet argent-là. Nous savons que de plus en plus dans le secteur de la culture notamment, pour avoir des ressources financières, c'est très souvent des appels à candidature, c'est très souvent des appels à fonds.
Donc l'Union européenne et l'UNESCO ont lancé un appel à candidature dans le cadre d'un programme plus global, un accord qui a été signé entre l'UNESCO et l'Union européenne, donc par nos 2 sièges respectifs, et donc un appel international à candidature. Le Gabon a candidaté et a été retenu dans un panel de 12 pays uniquement. 12 pays uniquement qui bénéficient donc de ce soutien-là, financier et technique. Parce que c'est ça en réalité, c'est un soutien financier, un soutien technique par derrière, et c'est peut-être même aussi des éléments qui sont importants. Maintenant, sur le plan national, et pour arriver à ce plan d'action, bien sûr, ce n'est pas aussi simplement le ministère de la Culture qui s'assoit dans ses bureaux et qui conçoit quelque chose. Très bien. Non, c'est une méthodologie de travail qui a été mise en place, donc ensemble, parce que derrière ça, l'UNESCO a mis en place, on va dire, un accompagnement technique avec à la base donc des consultants qui sont contractés par l'UNESCO pour travailler avec le gouvernement dans le cadre de ce programme-là. Et à ce moment-là, la méthodologie de travail qui a été faite, c'est de te dire, faisons quelque chose d'inclusif. C'est quelque chose qui sera fait pour les acteurs culturels, c'est quelque chose qui sera fait pour l'ensemble du secteur culturel, donc il faut consulter. Et des consultations ont été mises en place, des réunions en présentiel d'abord ont été organisées. À la suite de ça, nous connaissons tous la COVID-19 qui a bouleversé, et cette fois la COVID a beaucoup bouleversé le plan de travail, mais très vite, les équipes se sont adaptées. À cette réalité-là, on a utilisé le numérique, et c'était d'autant plus important dans le cadre de ce programme-là que le programme porte aussi sur le numérique. Comment est-ce que le numérique entre dans le secteur de la culture? Et c'était là une bonne opportunité pour voir comment est-ce qu'on pouvait s'adapter, comment on pouvait adapter la mise en œuvre du programme avec la question numérique, et des groupes de travail pour toutes les filières culturelles ont été mis en place. Des groupes de travail pour la mode, pour le livre, pour les arts du spectacle, pour le cinéma. Des groupes de travail ont été mis en place et des consultations ont eu lieu. Non seulement des consultations pour les acteurs culturels de Libreville, mais aussi des consultations pour les acteurs culturels à l'intérieur du pays. Très bien. C'est ainsi que tout ce programme-là s'est mis en place, et je rappelle toujours que, et c'est là c'est important, c'est une expertise technique. Donc le bureau UNESCO, l'UNESCO de façon globale, notre siège ici, où les consultants que nous avons mis en place ont toujours participé dans ce cadre-là. Et finalement, une fois que ces consultations-là ont eu lieu, les données collectées, puisque vous parlez de données qui ont été collectées, oui, toutes ces données collectées-là ont été dépouillées, ont été analysées par les équipes et rendues, je pense une fois encore, c'était ici au musée, toutes ces données-là ont été posées sur la table auprès des acteurs culturels pour regarder maintenant ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire. En 2020, c'est cela? Non, là je vous ai donné tout le processus entre le lancement, le 3 mars 2020, je pense bien, oui, et aujourd'hui, 19 septembre, donc, et la cérémonie de 19 septembre 2022. Donc, c'est ça qui s'est fait entre-temps. Et je pense bien en février, je crois que c'est en février 2022, les acteurs culturels se sont donc assis pour regarder ce qui ressortait de leur consultation pour finalement arrêter ce qui peut être fait sur les 3 ou 4 ou 5 prochaines années. Et monsieur le secrétaire général a bien fait de rappeler que c'était dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Parce que cette expérience-là aussi, il a fallu aller regarder dans un pays qui est du Sud. Donc, le Gabon avait choisi donc le Burkina Faso et partager les expériences avec le Burkina Faso de telle sorte que cette expérience-là du Burkina Faso soit capitalisée par les équipes gabonaises et certainement qu'elles influencent, si je peux prendre cette expression-là, l'élaboration du plan d'action. Très bien. Et c'est cela qui aboutit aujourd'hui, ce que vous avez demandé, ce que vous sollicitez, c'est quoi le plan d'action quadriennal. Et c'est toutes ces activités-là qui ont fait aboutir aujourd'hui au plan d'action quadriennal sur les industries culturelles et créatives au Gabon. Donc voilà un peu tout ce mécanisme qui a été mis en place pour qu'on arrive à ce jour. Alors voilà. SG, concrètement, comment est-ce que vous allez mettre en œuvre toutes ces actions sur le terrain? On est déjà en 2022, on sait qu'il nous reste à peine 2 ans pour 2025, sinon 3 ans. Comment ça va se passer? Voilà, ce qui fait qu'il y a un chronogramme qui est mis en place. Oui. Alors, nous sommes déjà presque à la fin de 2022. C'est une année d'appel de fonds, de voir un peu comment est-ce qu'on peut mobiliser les fonds jusqu'en fin d'année. Et à partir de 2023 jusqu'en 2025, c'est la phase, on va dire, pratique. C'est la phase d'exécution du plan d'action. Donc cette année, c'était uniquement l'appel de fonds, par les renforcements de capacité au niveau de la partie du ministère? Non, en fait, il faut dire que à ce jour, nous sommes toujours assistés. Quand le programme a été mis en place avec l'UNESCO, l'Union européenne et d'autres pays partenaires, donc il faut dire que
l'UNESCO a mis aussi a mis à notre disposition un certain nombre d'experts. D'accord. Que je loue ici, nous avons un certain M. Moudialou, qui est expert de l'UNESCO, qui assiste le ministère en permanence, quotidiennement, pour nous accompagner sur ces phases. Nous avons entre autres, et qui est revenu de Madagascar, que je loue également son expertise, Madame Toujo, qui est revenue de Madagascar et qui accompagne le ministère de la Culture depuis la mise en place de toutes ces activités au niveau du projet, au niveau du programme de soutien, donc le PSRIC, et aujourd'hui au niveau du plan d'action, on est toujours accompagné par l'UNESCO. Aujourd'hui, vous avez vu la phase d'aujourd'hui, c'est que nous avions ici aussi des partenaires financiers auxquels nous faisons, comme on va dire, le pied du mur pour nous accompagner financièrement. Et ça, toujours, nous avons l'appui de l'UNESCO, de l'Union européenne qui nous a pu pour pouvoir attirer les fonds. D'accord. On est OK pour attirer des fonds, mais qui va surveiller si ces fonds ont été bel et bien utilisés à bon escient pour les différentes actions prévues initialement. Si je peux me permettre, je répondrai à votre question. Vous avez raison, le plan d'action, c'est 2022-2025. Et vous dites que nous sommes déjà presque à la fin de 2022. Oui. Mais je pense que M. le secrétaire général disait que 2022 nous sert à consolider la levée de fonds. En réalité, on lève les fonds et à partir de 2023, on exécute. Oui. On exécute. Parce que vous imaginez bien, nous avons élaboré ce programme-là en cours d'année. Nous arrivons en cours d'année et donc il va être difficile d'aller chez un partenaire technique et financier et lui positionner ce plan-là en cours d'année pour qu'il vous trouve des financements. Donc nous prenons l'année 2022 puisque nous savons que c'est maintenant que toutes les organisations internationales, tous les gouvernements, tous les partenaires sont en train d'élaborer leur budget. On leur pose ce document-là sur la table. On parle de combien de milliards? Non, pas de milliards. On est à 803 millions de francs CFA. D'accord, voilà. OK. Vous pensez que ça va suffire, c'est suffisant? Non, attention. C'est un plan d'action qui est clair, avec des actions qui sont claires, des actions qui sont chiffrées, des activités qui sont chiffrées. Nous avons 11 actions, 32 activités qui sont chiffrées. En réalité, c'est ça. C'est vraiment chiffré. Maintenant, sur la question que vous posez, comment est-ce qu'on va s'assurer que les fonds sont... Bel et bien utilisés, bien sûr. Une bonne gouvernance du fonds. Vous avez vu aujourd'hui un certain nombre de partenaires qui étaient là. Oui. Et peut-être que certains d'entre eux prennent la parole où ils disent « nous, on vous répondra prochainement ». Mais en réalité, avec ces partenaires-là, une fois qu'eux, ils les identifient, quelles sont les lignes dans lesquelles ils pourront mettre de l'argent, on met avec eux, on signe avec eux, le gouvernement naturellement signera avec eux, accompagné par l'UNESCO, signera avec eux un accord. Et dans le cadre de cet accord-là, il y a des mécanismes de suivi qui sont mis en place derrière pour qu'on arrive au résultat que nous voulons atteindre dans les 2 ou 3 ans. Mais comme nous avons effectivement une planification qui est claire par année, par période, on sait bien que les équipes qui seront mises derrière, qui seront mises en place, auront la responsabilité de conduire ça et essayer de respecter les moratoires qui sont mis en place. Rassurez-vous également, les fonds mis à disposition par les institutions internationales sont très bien suivis par eux-mêmes. Parce qu'il y a un plan, il y a une rigueur donc, qui se fait sur la gestion de ces fonds. Donc, ils suivent au quotidien, au jour le jour, Monsieur le secrétaire général, tout ce qui se fait au niveau de la structure. Monsieur le secrétaire général, vous avez pris un exemple avec le Burkina Faso. Oui. Nous sommes en train de sortir, on termine bientôt 2022 et bientôt 2025 et on se demande, après cela, qu'est-ce que ça va apporter concrètement au secteur culturel au niveau du Gabon, sinon à notre pays? Concrètement, pour parler simplement, c'est pour ça qu'il y a un plan d'action qui a été fait. Avec ce plan d'action, comme M. Thierry Zama vient de vous dire, l'expert de l'UNESCO, les choses ont été bien chiffrées. Nous savons qu'exactement, en mettant en place ce plan d'action 2022-2025, nous aurons environ à peu près 2400 personnes qui pourront être recrutées au niveau qui pourront être utilisées au niveau des industries culturelles créatives. À peu près 2400 et si ma mémoire est bonne. Donc ça, ce serait déjà ça. Au niveau, je vous ai dit tout à l'heure en prélude, cela pourra contribuer à peu près à hauteur de 2,2 milliards dans le budget de l'État gabonais. La contribution au niveau des industries culturelles créatives, 2,2 milliards, c'est pas petit. Et ensuite, je vous ai dit que la part de la culture va essayer d'augmenter la part de la culture au niveau du PIB, du produit intérieur brut. C'est ça la contribution qu'on attend aujourd'hui de l'économie culturelle. C'est ça où nous voulons aller. Nous voulons montrer aujourd'hui que le ministère de la Culture n'est pas comme celui-là qu'on a connu par le passé. C'est un ministère qui va contribuer sur le PIB, sur l'économie nationale. Donc on ne parlera plus du ministère de la Culture comme étant
un ministère peut-être consommateur de biens culturels ou consommateur mais beaucoup plus un ministère qui participe à la mise en place de l'économie au Gabon en contribuant tant que faire ce qu'elle pourra faire au budget de l'économie gabonaise. Donc on suppose que l'apport économique sera perceptible, on va dire, juste après 2025. Très perceptible. Parce que si nous vous prenons juste un petit exemple, M. Thierry Zamba vous parlait des industries culturelles et créatives. Oui. La vision que nous avons, c'est de contribuer, de pousser un peu, on vous parlait des incubateurs et tout, c'est de pousser un peu un certain nombre d'acteurs culturels. On n'en a qu'un seul à ce jour, un seul incubateur. C'est un début. À ce jour. C'est un début. Nous sommes en 2022. C'est un Jusqu'à début. présent, un seul. C'est un Et le début, ministère voilà. de la Culture C'est n'a un toujours début. pas mis d'autres incubateurs en place. C'est un début. Vous savez, aujourd'hui, c'est vrai qu'on incrimine le ministère de la Culture d'un certain Non, on nombre ne de vous choses. incrimine pas du tout. J'en arrive. Allez-y. Parce que j'ai suivi certaines émissions encore où on crie aujourd'hui, il n'y a toujours pas de salle il n'y a pas de salle vous appelez ça comment, des salles de spectacle, il n'y a pas de salle de... Mais aujourd'hui, le budget de l'État gabonais ne permet pas au ministère de la Culture de faire tout. Parce qu'il n'y a pas que la culture. Les budgets, autant de ministères, l'État essaye de faire ce qu'il peut faire par ministère. Mais aujourd'hui, les acteurs culturels oublient une chose. L'actuelle équipe gouvernementale au niveau du ministère de la Culture a mis en place un certain nombre de mécanismes qui permettent aux acteurs culturels de pouvoir se produire. Je ne conçois plus qu'aujourd'hui, un acteur culturel dit « je ne peux pas aller faire mon spectacle parce qu'il n'y a pas de salle de spectacle ». Ce n'est plus possible parce que nous avons fait des partenariats avec non seulement le ministère de l'économie et des finances dans leur salle à Rambo. Nous avons fait des partenariats avec le ministère des Eaux et Forêts. Nous avons fait des partenariats avec des grandes universités. Comme vous le savez, le ministère de la Culture est également en charge des grandes écoles, des universités hautes qui ont en leur sein des grandes salles de spectacle qui peuvent servir de spectacle. Monsieur le secrétaire Donc, tout cela général, peut permettre vous limitez la culture à l'organisation de spectacles? Non, ce n'est qu'un exemple que je prends. Parce que mais je à vous ai dit, chaque j'ai fois, on suivi, a l'impression parce que je le vous ai ministère de la suivi, Culture je vous ai revient suivi sans cesse parce que sur je les disais spectacles. tout Il n'y a pas simplement- que la musique dans la culture. Ça fait partie d'un des principes. Parce que la récrimination qui revient toujours au ministère de la Culture, c'est de dire les acteurs culturels, nous ne pouvons pas nous produire, nous ne pouvons pas faire des spectacles. Or, aujourd'hui, un certain nombre de mécanismes sont mis pour que cela fasse, pour en arriver aux autres secteurs, parce qu'il y a plusieurs pans. Il y a le livre, comme on a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de pans au niveau de la culture. Mais juste une parenthèse, monsieur le secrétaire général, au niveau du livre, on vous rappelle quand même que l'Union des écrivains gabonais se plaint d'être abandonnée par le ministère de la Culture. Je peux vous dire quelque chose. On referme la parenthèse. Je peux vous dire quelque chose, Poursuivez. voilà, sur ce qui est du livre. Vous savez que tout ce qui est fait au Gabon, je m'excuse de le dire, tout ce qui est fait au Gabon en matière de livres, de bibliothèques et de tout ce qu'il y a comme librairie ne respecte pas aux normes gabonaises. Ah bon? Aucune librairie ne doit se faire ouvrir. On ne doit ouvrir aucune librairie dans l'esplanade de Libreville, dans le Gabon, si vous n'aviez pas l'accord du ministère de la Culture, vous ne le saviez pas. Donc, les librairies, les bibliothèques s'ouvrent à tout vent, mais le ministère ferme un peu les yeux. Parce que le ministère devrait donner un certain nombre d'impôts, de taxes à payer. Ça encore, quand le ministère reprendra le taureau par les cornes, beaucoup de gens, ça va faire grincer les dents à certains acteurs au niveau de toutes ces structures de formation. Donc aujourd'hui, c'est un peu difficile. C'est vrai, nous acceptons, nous assumons que le ministère de la Culture a été toujours un peu à la traîne, mais aujourd'hui, nous avons pris le taureau par les cornes et les choses ne seront plus faites comme avant. Ça fait 6 mois que vous êtes là, n'est-ce pas? Bon, l'équipe actuelle, oui, moi, un peu plus. Un peu plus. Oui. Et malheureusement, tout à l'heure, lorsque vous avez parlé, vous avez dit, contrairement à ce que les autres ministres de la Culture ont fait avant l'arrivée de ceux actuels. Et là, on se demande, vous vous attaquez aux hommes ou aux actions sur le terrain? Pas les actions, pas les hommes. J'ai dit la part du budget, je parlais du budget, Oui. qui était consacré au ministère de la Culture, je peux le dire avec aisance. Parce que je connais, c'est moi qui gère les budgets plus ou moins du ministère de la Culture. Je peux vous dire qu'avant, le ministère de la Culture avait un budget incongru. Je ne dévoilais pas les secrets de Polichinelle, avait un budget incongru qui ne dépassait pas le milliard. Ça, je peux le dire, toute certitude. Mais aujourd'hui,
le budget avec des prévisions. Parce qu'aujourd'hui, nous avions fait aussi, les ministres ont mis en place un plan du développement de la culture. Donc, nous avons une vision bien définie, bien déterminée, avec des montants précis, avec des actions, des activités précises, évaluées, avec des coûts précis. Donc, ce qui fait que le ministère de la Culture, d'après les prévisions, je suis allé défendre ce budget-là au ministère du Budget, c'est là quelques semaines, les prévisions vont aller très au-delà de tout ce que nous avions eu par le passé. Monsieur Thierry Nzomba, avez-vous un point à ajouter avant que nous ne passions à une autre partie de cette émission? On va recevoir d'autres intervenants, mais également d'experts de la partie UNESCO. Juste si je pouvais rajouter quelque chose, c'est notamment par rapport aux résultats qui sont attendus sur ce plan d'action-là dans les 3 ans, donc à la fin de l'année 2025, parce que c'est ça qui va être important. Oui. Un bilan va être fait à la fin de la mise en œuvre du plan d'action, à la fin de la période que nous avons identifiée. L'une des choses qui sera importante, parce que nous, on considère que la culture, c'est un métier. L'art, c'est un métier, ça doit participer à l'économie. Par exemple, je prends une situation simple qu'on devrait avoir en réalité. Dedans, on a une action qui porte sur la collecte de données. La collecte de données sur tout ce qui est activité culturelle en République gabonaise. Oui. Il faudra que nous arrivions, à la fin de ce plan d'action-là, à avoir véritablement, sur les 3 années du programme, des statistiques culturelles à point. Ça peut être un très bon résultat. Et ça nous permettra, parce que vous savez que c'est sur la base des statistiques qu'on arrive à mettre en place des politiques. Il nous faut donc, à la fin, avoir des statistiques culturelles sur les 3 prochaines années. En matière de formation, parce que ça aussi c'est intégré là-dedans, il nous faudra regarder aussi quelles sont les formations, quels sont les acteurs culturels, gouvernementaux de la société civile qui auront participé à des formations et dans quelles filières. Ça nous permettra de faire le point. C'est ça les résultats. Et vous avez raison de poser ces questions sur les résultats que nous attendons à la fin du plan d'action. Donc dans 3 ans, on verra sur chacune des actions à quoi est-ce qu'on sera arrivé. Mais ça pourrait être un très bon résultat. Très bien. Merci messieurs pour cette première partie. Je vais donc raccompagner mes premiers invités. Et juste derrière, on se retrouve avec Madame Toudzou qui, elle, est experte de l'UNESCO pour Madagascar. À tout de suite. De retour sur notre plateau, elle nous a rejoint. C'est Madame Toudzou Rakoto Malala. Bienvenue en Terre gabonaise. Bonjour et merci de votre invitation. Ravie d'être ici parmi vous. Alors, avec vous, on va revenir sur le plan d'action quadriennal pour les industries culturelles et créatives au niveau du Gabon et peut-être essentiellement également prendre l'exemple de Madagascar parce que vous êtes malgache. Alors, comment ça se passe concrètement au niveau de Madagascar ? Merci de votre question. Effectivement, à Madagascar, nous venons justement de mettre à jour notre politique culturelle qui datait auparavant de 2005. Donc, ça a été adopté en loi, justement pour avoir une force exécutoire pour accompagner l'ensemble du secteur de la culture. Et dans cette politique, nous avons un axe sur la promotion et le développement des industries culturelles et créatives. Pour aller de l'avant dans la mise en œuvre, comme donner un exemple dans la pré-présentation du plan d'action de Gabon aujourd'hui, c'est d'assurer les mécanismes, les conditions favorables pour mettre en œuvre ces plans. Donc il faudrait justement avoir, on a une planification par exemple de quadriennale ici, mais on a aussi également une planification annuelle. Donc, c'est de constituer avec les acteurs, les parties prenantes, une planification annuelle, donc des activités, ou bien un plan d'action, un plan de travail annuel plutôt, avec budgétisation et associer tous les acteurs pour la mise en œuvre. Donc, c'est pour cela que nous avons commencé au niveau du pays, sous le leadership du ministère en charge de la culture, de mettre en place, par exemple, les maisons de la culture, avec également un mécanisme de financement où on associe les secteurs privés. D'accord. Et on a aussi mis en place un dispositif d'accompagnement à l'entrepreneuriat culturel. Ça s'appelle TOUSCAR, de la création jusqu'à la consommation. Des emplois directs sont créés? Voilà. Oui, des emplois directs sont créés. Je crois que le ministère est à sa 2e année d'appui à l'entrepreneuriat, où on a une vingtaine d'acteurs, de promoteurs culturels qui s'investissent progressivement dans le secteur de la créativité, et ça dans toutes les filières, que ce soit la musique,
on part toujours de musique en premier lieu, mais il n'y a pas que la musique. Il y a le cinéma, il y a la créativité numérique, il y a également la mode, le design, il y a aussi tout ce qui est création vidéo, les jeux vidéo. Ça fait partie des industries culturelles et créatives, les arts de spectacle, les arts visuels. Donc tout ça, ça fait partie de l'ensemble de la chaîne des industries culturelles et créatives. Alors, Monsieur Thierry, on réalise qu'ailleurs ça fonctionne au niveau de Madagascar, et on se demande au niveau du Gabon, vous pensez véritablement qu'après, on va dire, les chantiers de 2022-2025, les choses vont vraiment décoller? Oui, nous avons absolument foi en cela. C'est pour cela que l'UNESCO aussi se met à côté des États membres pour accompagner. Parce que déjà, nous, à l'UNESCO, on considère que le secteur de la culture est un secteur porteur. Et d'ailleurs, sur le plan international, on a suffisamment de données. Maintenant, à partir de ce plan d'action-là, on considère que lorsqu'on va arriver en 2025, le Gabon aura fait un pas considérable dans la mise en œuvre, dans la valorisation de façon globale, dans la valorisation de son patrimoine culturel, mais de façon particulière en matière de filière pour les industries culturelles et créatives. Et pour nous, cela, c'est véritablement important. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on parle d'un certain nombre d'activités, de 32 activités. Imaginons simplement qu'on arrive effectivement à renforcer la formation des acteurs culturels. Commençons par là. On peut faire tout ce qu'on veut, mais il y a la formation des acteurs culturels. Que ce soit les acteurs culturels gouvernementaux, que ce soit sur la société civile. Il faut les mettre ensemble. Il faut renforcer leurs capacités. Et dans tous les secteurs, la musique, puisque c'est de ça dont on parle, le livre, tout ce qu'on veut, le cinéma. En plus, il y a aujourd'hui des secteurs qui sont en avant. Nous, par exemple, aujourd'hui à l'UNESCO, on a sorti d'ailleurs récemment un rapport sur le cinéma. Et qui montre quel est le dynamisme du cinéma au Gabon. Donc, et ça, le cinéma est intégré à l'intérieur. Oui, mais le dernier film qu'on a produit il n'y a pas longtemps, qu'on n'a pas fait sortir il n'y a pas longtemps, qu'on a fait sortir des films au Gabon. Oui, mais il y a un secteur, comme je dis, c'est-à-dire qu'il y a ce rapport-là qui montre quelle est la situation du cinéma en Afrique. Oui. Et à partir de là, chaque pays regarde quel est son niveau et va un peu plus loin. Et cette question de cinéma a été intégrée dans le plan d'action. Lorsque je parle de formation, naturellement, les acteurs du cinéma, quel que soit le métier, parce qu'à l'intérieur, il y a encore un certain nombre de métiers, quels que soient les métiers, vont être intégrés dans ce plan d'action-là. On peut faire un exercice simple. On peut faire un exercice simple. Regardez ce plan d'action-là. Je prends comme ça, donc, une action qui tombe comme ça à la page 32. Oui. Réaliser un état de lieu des infrastructures culturelles sur l'ensemble du territoire national. D'accord. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, c'est le débat de tout à l'heure. Il y a donc cette question des infrastructures culturelles. Mais en réalité, il faut aussi savoir quel est l'état de lieu pour pouvoir avoir une politique qui va permettre d'aller plus loin, de faire le pas de plus. Donc en 2023, on aura une cartographie claire. Qu'est-ce qu'il y a dans chaque ville? Quelle est la situation réelle? Quels investissements en plus faut-il faire pour que ça soit aux normes de tout ce qui peut être comme infrastructure. Mais quand on entend infrastructure dans cet esprit-là, il ne s'agit pas seulement des salles de spectacle. D'accord. C'est toutes les infrastructures culturelles. Ça peut être des lieux d'exposition. Parce que ça aussi, vous savez bien que en matière d'art visuel, en matière d'art plastique, ça marche très bien. Vous avez, par exemple, sur Libreville, un réseau de plasticiens qui marche très bien. Oui. Et ça, donc, si on a en 2025 à la fin, si on a un réseau... c'est quand même lent, 2025, parce que là, on a besoin de vernissage, on a besoin de regarder des biennales. On dit 2025, c'est la finalité. Mais en réalité, là-dedans, c'est par année. Vous regardez bien, il y a 2023, 2024, 2025, il y a des actions qui sont prévues pour chaque année. Oui. Donc, on peut faire là-dedans, chaque année, un plan de travail. Parce qu'en réalité, ce sera ça le mécanisme de mise en œuvre. C'est ça le mécanisme de mise en œuvre. Il faudra que les administrations en charge et tous les partenaires qui vont participer chaque année posent sur la table quel est le plan de travail de cette année. D'accord. Qu'est-ce que nous avons à faire? Qui en est responsable? Parce que c'est ça, il faut responsabiliser les gens. Par exemple, aujourd'hui, je me permets, au ministère de la Culture, ils ont la Direction générale des arts et des industries culturelles. On pose sur la table, on dit, voici le plan de travail pour l'année 2023. Quel est le service qui est responsable de telle activité? Si je prends l'activité dont j'ai parlé tout à l'heure, la collecte de données, quel est le service qui sera en charge de la collecte de données sur 2023? Mais c'est son travail. C'est à ce service-là de faire ce job-là. Bien sûr qu'il y a des partenaires autour. On peut solliciter un certain nombre de partenaires pour aider. Voici vraiment, on va arriver au bout avec ce plan d'action-là. Au bout de déjà, chaque année, faire une évaluation. Est-ce qu'on a atteint
toutes les activités que nous avions prévu de faire? Est-ce que les services qui étaient en charge de la mise en œuvre ont fait leur tâche? Mais en réalité, il ne faut pas aussi oublier que ce plan d'action ne doit pas seulement être mis en œuvre par le ministère. Ce n'est pas seulement une question d'administration publique. C'est une question de l'ensemble du secteur culturel. Organisations internationales, gouvernement, société civile, c'est tout cela qui se met ensemble pour essayer de mettre en œuvre ce plan d'action. D'où la présentation qui a été faite aujourd'hui pour faire en sorte que tous ces partenaires-là se mettent ensemble pour la mise en œuvre de ce plan d'action. Il ne s'agit pas seulement de mobiliser des ressources financières. Parce que lorsqu'on parle de mobiliser les ressources, parfois on a l'impression qu'il ne s'agit que de ressources financières. Mais non, on peut aussi avoir des ressources techniques qu'on peut mobiliser. Et ça, c'est pour nous, c'est véritablement important qu'on ait un panel. Je pense que monsieur le représentant de l'UNESCO l'a rappelé. Mais d'ailleurs, madame l'ambassadrice de l'Union européenne aussi l'a très bien dit, qu'il nous faut arriver effectivement pour la mise en œuvre de ce plan d'action-là, qu'on ait une véritable coopération entre tous les acteurs, y compris ceux du secteur privé, qui peuvent aider à la mise en œuvre. Et nous, on pense, pour revenir maintenant à la question, on pense vraiment qu'on va y arriver. C'est pour ça. En réalité, on est à moins d'1 milliard de francs CFA. Les discussions ont été énormes lorsque les acteurs culturels se sont retrouvés. Vous savez, lorsque vous avez un malade, et que, je mets l'expression en guillemets, et qu'il y a un médecin devant lui, il a envie de lui sortir tous ses mots. Et parfois, c'est difficile de mettre quelle est la priorité. Exactement. Mais pour qu'on arrive à des priorités, c'était très difficile, mais c'était un très bel exercice. Le premier plan, on était peut-être à 6 milliards de francs CFA. Les premières moutures. Donc, vous voyez bien qu'il y a eu une entente entre l'ensemble des parties prenantes pour que nous arrivions à quelque chose de potable, de juste, de pilote. Très bien. Et d'ailleurs, pour rajouter au mécanisme des évaluations, il faudrait qu'il y ait cette culture justement de se demander et d'évaluer, de suivre ce qui a été réalisé. Et dans tout cycle de processus de planification, en partant du plan d'action jusqu'à sa mise en œuvre, il faut passer par cet exercice de suivi-évaluation. Et là, justement, je retiens l'attention qu'on a aussi le droit de rendre compte, ou bien on a dit techniquement la redevabilité. Oui. Nous avons associé les acteurs culturels, nous avons associé les collectivités territoriales. Oui. Ils ont le droit de demander après qu'est-ce qui s'était passé, où nous en sommes, et eux aussi doivent participer justement dans cette mise en œuvre-là. Très bien. Et assurer ensemble. Et il y a le rôle aussi du Parlement de demander, parce qu'eux aussi ils étaient là dans le processus, où nous en sommes dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Et là, on pourrait justement, il pourrait justement plaidoyer pour le plan d'action pour augmenter justement le financement du secteur, le financement public dans le secteur de la culture. Alors, on revient sur les acteurs culturels. On sait que après aujourd'hui, donc demain, vous allez commencer à rencontrer ces derniers. Vous êtes là pour une séance de travail. Vous êtes là pour maximiser les séminaires. Concrètement, comment ça va se passer? D'accord, merci. Effectivement, la journée d'aujourd'hui, c'était... Je ne vais pas dire que c'était restreint parce qu'il y a quand même une diffusion, mais c'était essentiellement pour attirer l'attention sur les plaidoyers et le financement. Mais l'essentiel après, c'est de pouvoir diffuser auprès de l'ensemble des acteurs ce plan d'action. Et là, on va commencer justement par les acteurs qui ont participé à l'élaboration, mais également de manière élargie. Si on pourrait déjà avoir la présence de l'ensemble des filières culturelles, on va présenter de nouveau le résultat final, de discuter ensemble en dialogue ouvert qu'est-ce que nous allons mettre en place pour commencer dès maintenant cette année 2022 les travaux de base qui vont faire quoi, comme disait M. Thierry Zamba tout à l'heure, et qui vont prendre la responsabilité de tel axe qui sera, par exemple, on peut mettre un comité de pilotage, pourquoi pas, comité de suivi, ce serait bien, et ensuite répartir avec les secteurs publics et privés. Très bien. Alors, on sait que vous étiez du côté de Djibouti pour pratiquement ce même type de travail. Et donc, est-ce que finalement ça marchait, ça fonctionnait de l'autre côté? Est-ce que c'était les mêmes difficultés rencontrées sur le terrain? Alors, je parle sous réserve de l'UNESCO. Effectivement, on a fait l'exercice de planification, d'élaboration d'une politique nationale au Djibouti sur la culture. Donc, c'est l'ensemble des industries culturelles et le patrimoine matériel et immatériel. Et à un moment donné, la partie nationale voudrait vraiment un leadership
à haut niveau. Oui. C'est-à-dire vraiment que ce sera porté par le président de la République avec une manifestation de la volonté politique d'aller de l'avant. Et comme vous savez, les calendriers des dirigeants politiques sont parfois un peu chargés. Donc là, on attend justement que ça se mette en place. Mais jusque-là, je sais tout simplement qu'ils n'ont pas laissé ça sous les tiroirs, comme on dit, mais ils ont mis en place quelques structures au niveau de l'administration publique. Et on peut toujours, même si une politique ou un projet de plan d'action n'a pas été encore adopté de manière officielle, on peut toujours exploiter ce qui est dedans pour aller de l'avant. Très bien. Alors, on va revenir avec vous, on va peut-être terminer sur cela avec vous. On va parler de 5 axes stratégiques mis en place et peut-être nous expliquer leur importance finalement. Pourquoi est-ce que ce sont ces axes qui ont été prioritairement choisis? Pourquoi est-ce que ce sont ces axes-là qui ont été prioritairement choisis? Oui. Déjà, il faut dire que nous sommes partis sur une réflexion conjointe. Donc, c'est vraiment un programme consultatif et on est arrivé à ces 5 axes-là. Mais il y en avait peut-être même un peu plus, on peut vous dire. Si on les reprend, et je préfère rester sur le document pour que le premier axe, la structuration du secteur des industries culturelles et créatives. Oui. On voit bien quelles sont les difficultés qu'on a aujourd'hui dans le secteur. Il y a une faible structuration, disons comme ça. Il y a une faible structuration. Donc la première chose, c'est celle-là. Il faut qu'on essaie de structurer le secteur, qu'on professionnalise. Tout à fait. Ça, c'était la première chose. Et pour dialoguer. Voilà, exactement. Alors, ça, c'était le global pour cette affaire. Maintenant, axe stratégique 1, renforcement d'un écosystème riche et dynamique, favorable au développement des industries culturelles et créatives. Oui. Parce si on veut que les industries culturelles et créatives, effectivement, participent à l'économie, eh bien, il faut d'abord que cet écosystème-là lui-même subisse un certain nombre d'adaptations. Et quand on parle d'adaptation, ce n'est pas seulement sur le plan financier en réalité, c'est aussi dans la structure même. C'est-à-dire, c'est les formations, c'est les acteurs culturels et eux-mêmes. Il faut qu'ils soient partie prenante. Ça, c'est un premier élément. Deuxième chose, axe stratégique numéro 2, valorisation économique. Oui. Une fois qu'on a commencé à renforcer l'écosystème, qu'on l'a structuré, et bien maintenant, il faut passer à la phase suivante. Il faut commencer à valoriser. Et il faut valoriser ce qu'on découvre, ce qu'il y a comme secteur culturel. Et puis 3, stimulation de l'émergence de l'innovation des sous-secteurs créatifs à potentiel économique. Oui. Quand on valorise, maintenant à l'intérieur, il faut regarder quels sont les sous-secteurs qui sont véritablement, parce qu'on ne peut pas travailler sur tout. Le secteur est suffisamment large. Les filières des industries culturelles sont suffisamment larges. Il faut peut-être sectorialiser, il faut peut-être prioriser un certain nombre de filières sur les 3-4 premières années. Et c'est de ça dont on parle ici. Renforcement de la résilience. Maintenant là, vous comprenez, nous sommes dans la Covid. Parce que la Covid a montré quelles étaient les difficultés véritables. Même pas montrer, c'est même peut-être trop faible. Les secteurs culturels à travers le monde ont été durement frappés par la Covid. Mais ça a simplement montré quelles étaient les réalités du secteur culturel. Donc à partir de ce moment-là, le monde d'après, le monde post-Covid, qu'est-ce qu'on peut faire pour le secteur culturel? Donc c'est vraiment par rapport à la résilience, par rapport au secteur, par rapport à la Covid. Et puis, dernier axe, c'est l'amélioration de la gouvernance. Et la gouvernance, c'est important. Comme on a dit, si on arrive à renforcer l'écosystème, on valorise, mais pour arriver à tout ça, c'est une question de gouvernance. Et la gouvernance, c'est les hommes, c'est les textes, c'est la vision qu'on fixe. C'est ça qu'il faut arriver à établir. C'est ça la gouvernance. Et on pense que si on arrive à régler ces 4-5 axes stratégiques en s'appuyant beaucoup sur la gouvernance, par exemple, pour faire des choses simples, lorsque nous disons dans ce plan-là que c'est un plan pilote, mais qui a des activités les plus simples possibles. Il y a aujourd'hui la Direction générale des industries culturelles qui existe au ministère de la Culture. Si cette Direction générale-là, effectivement... Elle est inactive. C'est pour ça qu'on est à le plan. Cette Direction générale-là, à partir d'une prise en main véritable de ce plan d'action par la Direction générale des industries culturelles et, par exemple, l'élaboration des plans de travail annuels par ces directions générales, on rentre déjà dans la question de gouvernance. Et ça nous permettra d'identifier les personnels, les staffs qui peuvent travailler sur telle activité, les différentes équipes de travail avec des rendus réguliers, peut-être chaque 3 mois. Très bien. Et effectivement, ça sert à ça, le plan d'action. C'est pouvoir, si on prend l'exemple de la direction des industries culturelles, le plan d'action donnera justement une impulsion pour structurer
cette direction-là. Très bien. Alors, vous allez rester avec moi, Madame Todzo, juste le temps pour nous de raccompagner Monsieur Nzamba Nzamba. Et là, on va rejoindre Jaurès Seydou dans la chronique Agenda culturel pour découvrir les quelques activités qu'il y a eu cette semaine. Et on se retrouve juste après pour poursuivre notre émission avec un autre invité, Jean-Pierre Moudjalou, qui fera, lui, son entrée. À tout de suite. Jaurès Seydou nous a rejoint et donc nous sommes de plein pied dans l'agenda culturel. Jaurès, bonsoir. Bonsoir Jennifer. Alors avec vous, on va essentiellement parler d'activités culturelles qui se sont tenues à Libreville mais qui se tiendront également à l'international. On va donc de suite démarrer avec Yaoundé, le slam. On va démarrer avec le slam. Le slam, d'accord, oui. Ok, très bien. Rappelez quand même nos téléspectateurs que le slam d'or FESPACO 2023, c'est d'ailleurs le premier sujet de votre chronique Agenda culturel. Clap de fin pour le slam d'or FESPACO Soft Gabon. D'ailleurs, le rideau s'est fermé ce samedi 10 septembre 2022 sur la manche qualificative du Gabon. C'était du côté de l'Institut français du Gabon. L'événement est prévu se dérouler du 25 février au 4 mars 2023, ce sera du côté de Ouagadougou au Burkina Faso lors de la 28e édition du FESPACO. Qui va représenter le Gabon? C'est bien évidemment Paterne le Summit qui représentera le Gabon lors de cet événement. Encore bonne chance à ce vert jaune bleu en espérant que vous allez rentrer au pays avec un trophée. Et oui, on encourage essentiellement Paterne. Pour la suite, on va donc aller du côté de Yaoundé. Oui, on va faire un tour du côté de Yaoundé en parlant du festival Écran Noir, ce gros festival qui regroupe autour d'une plateforme commune, on va dire, tous ceux qui sont passionnés du 7e art, du cinéma. L'événement va se dérouler en deux phases. Ce sera du 1er au 8 octobre 2022 du côté de Yaoundé. Ensuite, la deuxième étape, ce sera du 2 au 4 novembre à Douala. La thématique de cette édition, c'est le cinéma, un art total. C'est vraiment un moment d'échange, un moment de partage, un moment de communion des passionnés du 7e art. Il y a 3 films gabonais sont en liste. Nous avons notamment La Cour du Roi d'Amédée Pacom Onkoulou. Oui, il y a influenceuse également Ernest Matamba Kombila. Et enfin, il y a un dernier vert jaune bleu sur le silence des femmes de Melchi Obian. Donc, tous ces différents, on va dire, passionnés du cinéma gabonais sont en compétition dans, bien évidemment, catégorie court-métrage. Encore bonne chance à vous. Et comme je le mentionnais tout à l'heure, on espère que vous allez rentrer au pays avec une récompense. Et pour vous accompagner exceptionnellement, Gap Culture se rendra très probablement à Yaoundé pour bien sûr soutenir nos panthères. On poursuit Jaurès et là, cette fois-ci, on va parler de Kaori. On va parler de Kaori Mambo, voilà, donc d'ailleurs une passionnée de la peinture, exposition Reblica, première exposition solo de l'artiste peintre gabonaise d'ailleurs qui est diplômée, pour ceux qui ne le savent pas, de l'Académie des Beaux-Arts de Parme. Parme, ça c'est du côté de l'Italie. Donc cette exposition met véritablement en valeur un cycle de visuels englobant l'idée d'abondance et des reflets grâce bien évidemment aux illusions d'optique et figurale. Donc l'événement, on va dire l'exposition a démarré depuis le 15 septembre 2022 et compte s'achever le 7 octobre 2022. Ben écoutez, allez-y du côté de l'Institut français du Gabon pour découvrir véritablement les œuvres de cette jeune artiste gabonaise. Merci Jaurès, l'agenda se referme et là, nous poursuivons notre émission. On va rejoindre Madame Todzo, mais également Jean-Pierre Moudjalou qui lui fera son entrée. À tout de suite. Il nous a rejoint, lui, Jean-Pierre Moudjalou, expert national de l'UNESCO auprès bien sûr du ministère de la Culture et des Arts. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci.
Alors, avec vous, on va peut-être revenir concrètement sur ce qui s'est passé sur le terrain. Est-ce que vous avez eu des difficultés donc, lors de la collecte des données avec les acteurs culturels? Est-ce que certains étaient réfractaires? Sur le terrain, comment ça s'est passé? Ben, il faut dire que ce fut une étape, un travail très difficile, parce que au début même de la collecte de données, on s'est retrouvé face à la Covid, qui a freiné tout le planning qui était fait déjà au préalable. Donc, on a dû vraiment travailler énormément à partir du net, ce qui n'est pas déjà facile de faire des consultations à distance. Même lorsque vous échangez avec quelqu'un via WhatsApp ou Facebook par rapport à des discussions simples, il est déjà difficile que les gens puissent répondre, mais combien de fois encore, lorsque vous envoyez un questionnaire et pouvoir obtenir des réponses. Alors là, ça a été très difficile. Il a fallu surmonter ça. Aller parfois, au lieu de, quand vous avez prévu un échange de 15 minutes, vous allez parfois à 1 heure, 2 heures, afin d'obtenir un minimum d'informations, parce que les acteurs, ils sont parfois réfractaires. Et ils ont raison, c'était assez difficile pendant cette période. Oui. Parce que beaucoup étaient dans une situation de précarité, vu qu'ils n'avaient plus d'activité. Donc, il fallait toujours trouver du crédit pour que ces personnes se connectent. Donc, ça a été difficile. Et dans les acteurs choisis, vous avez pris... quels sont les secteurs qui ont été mis en avant? Ben, il faut dire qu'ici, tous les secteurs ont été pris en compte. D'accord. Mais on a essayé de faire des groupes de 7. Donc, on a priorisé d'abord la musique, parce qu'il y a beaucoup d'opérateurs de la musique. Toujours la musique. Et non, encore la musique. Non, la musique occupe une grande partie de l'économie créative, des industries culturelles. Et au Gabon, par rapport à notre étude, on a remarqué que les musiciens sont vraiment présents sur tout l'étendue du territoire. Alors que dans certains secteurs, vous verrez qu'il y a des provinces où il n'y a presque pas d'opérateurs. Ça, c'est ressenti du travail. Un exemple, ce serait où? Lorsque vous parlez, par exemple, vous allez prendre le cinéma. Oui. Il y a des provinces où on a remarqué qu'il n'y avait pas d'acteurs, réalisateurs. Il n'y avait rien, on n'avait pas d'informations de ce côté. Laquelle, en exemple? Ben, je prends le Wavino. Le Wavino, comme ça, on n'a pas pu en avoir. Audiovisuel, c'était presque vide. Vous voyez? Et donc, par exemple, la Nyanga, lorsqu'on a travaillé, il y avait à peine 1 ou 2 opérateurs qui se démarquaient, qui étaient structurés. Parce qu'il y en a, ça se fait, mais on parle d'opérateurs structurés, là. On parle de quelqu'un qui a une entreprise qui fait dans le cinéma. Oui. On ne parle pas de quelqu'un qui prend sa caméra et filme simplement. Oui. Là, c'est parce que nous, on a regardé. On a regardé des opérateurs qui étaient installés. Des informations qui nous sont remontées par les directeurs provinciaux. Parce qu'il faut dire qu'on a travaillé avec les 9 directeurs provinciaux en matière de culture. Donc, on n'a pas travaillé qu'avec le ministère à Libreville, mais avec les directions provinciales. D'accord. Et vous, Madame Toto, sur le terrain, c'était comment? Alors, il y a 2 aspects. Il y a déjà l'aspect, je dirais, terrain à distance. C'est parce que moi, j'étais à un moment donné à Madagascar, donc je supervisais de là-bas ici l'équipe. Donc, parfois, il y a eu commencé à l'Internet, c'est pas tout le temps 100% disponible. Donc, des fois, il y a eu donc des va-et-vient sur ces aspects-là. Bon, ça n'a pas empêché donc l'ensemble de l'équipe à dépasser cette difficulté-là. Ensuite, je voudrais quand même insister sur un point, c'est la disponibilité des données. Oui. Ça, c'est un point positif, mais autant un point négatif. Un point positif parce que ça nous permet justement de voir plus clair qu'il y a des choses à faire sur tout ce qui est disponibilité des données à jour. Par exemple, on n'a pas, même si au début des consultations ici en présentiel, après la cérémonie de lancement, nous avons quand même eu des informations sur le nombre des structures, bien des associations, des fédérations culturelles. Mais en allant un peu plus loin en profondeur, on n'a pas le nombre exact, des chiffres exacts de combien ils sont, dans quelle filière exactement. Donc ça nous permet justement de positionner cet aspect-là dans le plan d'action. Parce qu'il faudrait savoir que la disponibilité des données rendra justement l'analyse, la position, bien la définition des visions un peu plus claires.
et un peu plus objective dans les activités. Voilà. Donc, c'est un peu dans cet aspect-là. Donc, ça, c'est l'aspect positif et négatif. Donc, ça, c'est un travail à faire. C'est pas que seulement au Gabon, mais dans plusieurs pays africains. Il n'y a pas suffisamment de données à jour et fiables sur l'ensemble du secteur des industries culturelles et créatives. Alors, aujourd'hui, sur le plan national, la suite, ce serait quoi? Mais il faut dire que après le lancement de la présentation de ce document aux opérateurs, il serait important qu'il y ait une campagne de communication auprès des acteurs eux-mêmes. Pour montrer que, en fait, la place de ces acteurs par rapport à la mise en place de ce plan d'action. Il est aujourd'hui, c'est un défi, un challenge, parce que l'idéal serait d'aller sur le plan national, pas de le limiter à Libreville, mais aller rencontrer pour une fois des acteurs de l'intérieur pour qu'ils puissent comprendre déjà le plan d'action qui a été conçu et qu'ils sachent que eux, tout en étant en province, ils peuvent contribuer à la réalisation de ce plan d'action, de par leurs activités ou avec... ça dépendra de ce qu'on mettra en place en fait, parce que là pour l'instant, on a un document en main. Maintenant, comment on va décliner ça sur le terrain, ça, on verra. Également d'assurer de ne pas entretenir les expériences d'avant, parce que ça rendait effectivement aussi difficile ce genre d'exercice de planification, parce que avant il y avait déjà eu des projets de politique ou de plans d'action, mais qui n'ont pas abouti. Et les gens sont réfractaires, ils ne sont pas suffisamment disposés, motivés, parce qu'après, ça va donner quoi encore? Ou bien ça va rester au statu quo. Donc, c'est vraiment, cette fois-ci, il faut vraiment aller de l'avant dans la mise en œuvre pour justement maintenir, garder cette impulsion, ce dynamisme qui a été créé dans ce processus de PSRIC. Très bien. Messieurs, dames, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. On va peut-être partir sur un mot de fin. Jean-Pierre, ce serait? Pour moi, je dirais simplement qu'aujourd'hui, nous sommes face à un challenge important, qui est celui de pouvoir apporter un dynamisme au secteur des industries culturelles et créatives. Donc, en tant qu'expert et en tant qu'opérateur de temps en temps, parce que j'exerce au Gabon, j'incite les opérateurs culturels à s'inscrire dans le cadre de cette mise en place de ce plan d'action, parce que c'est d'abord pour les acteurs culturels et non pour le ministère. Donc, vous devez vous-même réfléchir et voir comment travailler avec le ministère par rapport à la réalisation de certaines activités. On ne peut pas tout faire, mais il y a des activités qui rentrent déjà dans les actions au quotidien. Au quotidien, je veux dire, aux actions au quotidien de ces acteurs-là déjà. Donc, ils n'ont qu'à saisir le bon pour pouvoir parfois aller faire des collectes d'argent à l'international et pouvoir réaliser ces activités. Voilà. Très bien. Madame Touzou, votre mot de fin? Mon mot de fin serait plutôt d'avoir toujours cette administration forte de l'administration culturelle, c'est-à-dire dans tout ce qui est aspect gouvernance. Parce que si on a les bonnes personnes à la bonne place, avec les moyens qu'il faut, on peut très bien faire avancer les choses. Donc ça, c'est très essentiel. Et ensuite, c'est vraiment démontrer à tous qu'il y a des réalisations. C'est ça l'important. Après, comme on dit, le financement viendra à vous. Vous n'allez pas aller chercher tout le temps. Mais si vous démontrez qu'il y a des succès, là, alors là, tout le monde va s'associer à cela. Merci. Merci, messieurs, dames, d'avoir accepté notre invitation. On se donne rendez-vous très prochainement, on va dire exactement dans 15 jours. Mais avant, nous tenons quand même à faire passer ce message à nos différents opérateurs culturels. L'agenda culturel a été mis en place par le ministère de la Culture et des Arts. Et donc, aujourd'hui, c'est très important pour vous de pouvoir donc vous rapprocher du dit ministère et de faire part de votre projet. Dépasser décembre, ce sera un peu compliqué pour vous. N'oubliez pas, le ministère est là également pour pouvoir aider ceux et celles, bien sûr, qui œuvrent pour l'avancement et le développement de la culture au Gabon. Sur ce, bonsoir.